Bonjour Xavier, bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle avec un collectionneur. Bonjour, Alors, quelles sont les montres de ta collection dont tu vas nous parler? je viens vous parler de trois montres. Une Glashütte, donc une marque allemande qui montre que le savoir-faire allemand dans l'horlogerie est vraiment très intéressant. Une Zenith Elite habillée extra plate et une Audemars Piguet Royal Oak 15300 ST avec le fond bleu. Ouh là là, ça a l'air d'être une très très belle collection. Alors, pour rappeler, le principe de cette émission est simple, tu nous présentes chacune de tes montres et ensuite on échange sur la philosophie de ta collection, D'accord? ton approche de l'horlogerie et après la communauté des abonnés à, à la chaîne vote pour son modèle préféré. Ça C'est bon marche? pour toi? Ok. Alors, tu commences par laquelle? Alors, je vous propose de démarrer par la Glashütte. Alors, la voici. C'est un modèle qui fait 41 mm, mais qui est carré avec un format coussin. Donc, c'est une montre qui est assez importante, avec tout en poli brillant, avec un fond, je ne vais pas dire soleillé, mais en tout cas qui est extrêmement brillant et de 1000 reflets, et avec des aiguilles, comme vous pouvez le voir à l'écran, dorées. Hein, j'ai enclenché le chronographe. C'est une montre sans surprise, hein, 60s, vous voyez bien, elle a un look vintage, alors que c'est une montre qui est assez récente, qui n'est plus au catalogue de Glashütte. Elle est montée sur un bracelet en croco. Hein, je voulais vous montrer un peu un bracelet de mes propres réalisations. Le fond est en saphir, on voit la superbe masse oscillante avec le logo Glashütte. Voilà, donc c'est une montre que j'ai achetée aux enchères il y a 2 ans au Crédit Municipal. Une superbe opération puisque Glashütte est une marque bien connue des collectionneurs de montres allemandes et de montres en général, mais peu recherchée en fait par les aficionados des ventes aux enchères. Et donc je pensais qu'elle allait être peu demandée, peu recherchée, et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai eu grand plaisir à l'acheter. Et puis je suis allé me présenter à la boutique Glashütte rue de la Paix en expliquant que je l'avais acheté. Et là, à ma grande surprise, la directrice du point de vente m'a dit « Ah, c'est vous qui l'avez acheté au Crédit Municipal ?» Ben oui, je l'ai acheté à un tarif défiant toute concurrence, même avec les frais. Et donc je l'ai fait polir. Parce qu'elle était un petit peu, pas abîmée, mais en tout cas il y avait des petites choses à faire, et ils m'ont offert gratuitement l'extrait des archives de la montre. Alors, tu nous parles quand même d'enchères. Moi, j'aimerais bien savoir, enfin, en tout cas, je pense que même les abonnés de la chaîne également, à combien a été estimée cette montre? Quel a été le prix marteau et quelle est sa valeur marché aujourd'hui? Alors le propre des ventes aux enchères du Crédit Municipal, c'est que en fait l'objectif du Crédit Municipal, c'est simplement de vendre des biens qui ont été gagés, et c'est pas de faire le marché comme une maison de vente classique. Donc les estimations n'ont pas beaucoup d'intérêt. De mémoire, elle était estimée entre 1500 et 2000 euros. Sa valeur marché est plutôt aujourd'hui entre 5500 et 6000 euros, et je l'ai acheté 2900 euros. Voilà, Super affaire. ouais, 2900 euros hors frais, avec des frais réduits, puisque c'est une vente dite administrative, hein, ou judiciaire, et donc les frais sont de 14%, là où chez Drouot, pour une vente classique, ou ailleurs d'ailleurs, on est plutôt entre 25 et 30%. 30%. Ouais. Voilà. Quel est le détail finalement que tu préfères sur cette montre? Alors, ce que j'aime vraiment beaucoup sur cette montre, c'est deux choses, hein. C'est la masse oscillante, qui est extrêmement belle, avec de l'or 22 carats et les côtes de Glashütte, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu plus larges que les côtes de Genève. C'est extrêmement bien fini, et si vous regardez plus précisément, je vais essayer de le montrer à l'image. Vous voyez que en fait le verre recouvre une partie de la platine, et que j'essaye de trouver l'endroit, et c'est bien évidemment au moment où je veux vous le montrer que je ne le vois pas. Voilà, c'est une série limitée, et cette série limitée, j'ai le numéro 5 que vous voyez ici à votre écran. Donc c'est une montre
que j'ai acheté, que j'ai vu, hein, je suis allé voir lors des vitrines ouvertes de la vente aux enchères. C'est une montre qui est un petit peu grosse pour moi, parce que 41 mm, mais avec une montre quasiment carrée, elle me fait penser en termes de complexité apportée à la Tag Heuer Monaco. Monaco, ouais, j'allais te le dire. Ouais. Voilà. Donc, sinon, regardez les reflets, elle est absolument magnifique, avec une boucle Ardillon où on retrouve le logo de la marque Glashütte. Donc, c'est Glashütte original, à ne pas confondre avec Mule Glashütte et avec d'autres marques. Glashütte original, c'est une marque, et Glashütte est une ville de Saxe en Allemagne, qui est le berceau de l'industrie horlogère allemande. Donc c'est l'illustration de mon goût pour un peu l'achat aux enchères, les belles découvertes, voilà. Et c'est un style vintage pour une montre récente. Et là, on a un mouvement de manufacture? Ouais, c'est le mouvement manufacture 34 de mémoire, ou en tout cas dérivé, qui équipe 39-34. Voilà. C'est le mouvement fabriqué en Allemagne. Donc elle est vraiment très très belle, extrêmement fiable et précise, mais je la porte peu. Voilà. Je pense que tu nous l'as bien vendu. En tout cas, je compte sur vous pour voter pour la Glashütte. Hein. On ne prend pas parti. Est-ce que, avant de passer à la montre suivante, tu as un dernier mot sur ce modèle? Non, j'ai pas un dernier mot. Je dis juste, si vous avez l'intention, si vous êtes collectionneur, c'est toujours bien d'avoir des montres pas forcément que suisses, françaises, japonaises, allemandes, des vieilles vintage anglaises, Harwood, etc. Ça fait partie de l'histoire de l'horlogerie. Ça marche. Ça marche ? Merci pour ce dernier mot. On passe à la montre suivante. Oui. Laquelle souhaites-tu présenter ? Je passe à une montre complètement différente. Là, on est sur une montre extra plate. C'est une Zenith Elite HW, 37 mm, fond noir, d'une simplicité confondante. On pourrait la surnommer Calatrava tellement elle est simple, avec une petite trotteuse à 9 heures. Voilà, alors c'est une montre auquel je tiens vraiment beaucoup. Regardez, elle est extrêmement plate et extrêmement fine. Mes parents me l'ont offert pour mes 40 ans. Voilà. Donc je l'ai trouvée via le site des petites affaires de Chronomania. Voilà, avec beaucoup de belles ventes, des vendeurs très très sérieux. Il y a moyen d'acheter des montres d'occasion avec des vendeurs qui ont vendu beaucoup de montres, sur lequel vous pouvez avoir plus de sécurité dans le paiement, même s'il faut toujours faire attention. Voilà, c'est une montre qui est très très belle, qui était au départ, quand je l'ai obtenue, sur un bracelet d'origine Croco Zénith, avec une boucle déployante d'origine. Hein. On voit l'ancien logo de Zénith ici. Maintenant c'est une étoile, alors que là certes c'est aussi une étoile, mais avec un design différent. Et là elle est montée sur un bracelet que j'ai fait moi-même, un peu plus abouti que le précédent que vous avez pu voir, puisqu'il est en croco rouge, cousu à la main, en piqué sellier, avec une doublure en veau Epsom de très très bonne qualité. Et puis au dos, on voit les armoiries de Zénith, manufacture Zénith, etc. C'est une montre que j'adore. Pour moi, c'est la montre des grandes occasions, extra plate, discrète, pas du tout mon style à l'époque quand je l'ai eu, mais je l'ai choisi hein, quand même, hein, pas du tout mon style, mais je suis extrêmement heureux de l'avoir. Je la porte pas très fréquemment, mais quand j'ai quelque chose d'important à faire, un rendez-vous important, souvent je mets celle-ci. D'accord, c'est assez, quand on compare avec la montre précédente, c'est vrai que c'est assez éclectique, par rapport au design. Là, on est vraiment sur un design beaucoup plus classique, beaucoup plus léger, oui. Vraiment beaucoup plus light, beaucoup plus plat, comme tu l'as présenté tout à l'heure. Par rapport à ta collection, finalement, comment tu choisis ta montre parce que là, on voit qu'on a deux modèles complètement différents. Est-ce qu'il y a un esprit
Est-ce que tu as des principes, enfin, une tendance dans ta collection ou c'est hyper éclectique C'est éclectique. Là, je cherchais une montre pour mes 40 ans. J'ai beaucoup d'affection pour Zenith. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Toute leur histoire avec le calibre chronographe El Primero, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. C'est une marque qui est finalement très très appréciée des collectionneurs, mais qui n'a pas la notoriété d'un Rolex ou d'un Omega. Ouais. Et c'est aussi ce que j'aime finalement dans les montres. C'est pas forcément avoir quelque chose de très mainstream. C'est quand même quelque chose qu'on porte à son poignet, qui est assez intime. Et j'aime beaucoup moi la diversité, pouvoir changer. Pas changer tous les jours, je suis plutôt à changer de temps en temps. Je porte une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, la même montre. Et puis après j'en change, ce qui me permet de constamment les redécouvrir. Mais effectivement, la diversité, c'est ce qui m'intéresse. Avoir une verticale, entre guillemets, plusieurs montres du même modèle, mais avec des années différentes ou des références différentes, aujourd'hui, c'est pas ce qui m'attire. Tu varies le plaisir, c'est pas plus mal. Exactement, ouais. Alors quel est le détail que tu préfères sur cette montre? Ah bah, le détail, je vais essayer de vous le montrer, c'est la façon avec laquelle est écrit... attendez, voilà, je vais changer l'heure. La façon avec laquelle est écrit Elite HW, je trouve complètement désuet. Cette typo alambiquée en italique, on pourrait imaginer que c'est les initiales de quelqu'un. Oui, c'est vrai. Alors que ça veut dire hand wound, c'est-à-dire remontage manuel. Il existe un modèle très similaire, hein, la gamme Elite existe chez Zenith depuis pas mal d'années. On va dire c'est la montre, le modèle classique de chez Zenith, pardon. Donc elle existe en automatique. Voilà. Et là, il y a un petit quelque chose. Peut-être que c'est H.G. Wells, on sait pas trop. Il y a un petit truc un peu mystique là derrière. Je trouve ça très original et complètement décalé par rapport à la typo de la marque Zenith sur le cadran et à la typo utilisée pour les index. Ok, ça s'entend. Et alors, elle est vraiment pas mal. Hein. Dernier mot pour la vendre. Ouais. Voilà. Comment tu la vendrais là aux abonnés pour le vote? C'est la classe. Si vous avez envie d'avoir la classe avec une montre, la classe, c'est la discrétion, c'est l'efficacité, c'est épuré. Avec cette Zenith Elite, vous avez ce qu'il faut. Et après, un peu de fun avec un bracelet très coloré, rouge. L'un n'empêche pas l'autre. Exactement. C'est vrai. Un dernier mot avant ou on passe à la montre suivante? Je pense qu'on est bien. On est bien? Allez, montre suivante. Alors, montre suivante, c'est la dernière. Donc là, on est sur un modèle iconique. Hein. Une Royal Oak donc de Audemars Piguet, une 15300 ST, 39 mm, fond bleu. Hein, c'est pas complètement la descendante de la 5402 qui était la première Royal Oak dite Jumbo, parce que celle-ci a une trotteuse alors que la première n'en avait pas. Le fond bleu est absolument magnifique. J'essaye à l'écran de vous montrer que le bleu passe du bleu très clair au sombre, au quasiment noir, etc. Évidemment, là, il y a des reflets. Vous voyez les index horaires qui brillent de 1000 facettes. J'ai eu l'occasion de la présenter dans un épisode de Petite montre entre amis. Hein. Vous pouvez voir qu'elle est vraiment éclatante. Elle brille sous tous les angles, avec un bracelet qui est probablement l'un des plus beaux bracelets qui ait été réalisé, avec une boucle déployante extrêmement pratique, cachée, avec un mouvement qui est très très beau, bien fini, une masse oscillante intégralement en or, une très belle montre dont je prends beaucoup soin, comme vous pouvez le voir, elle est peu abîmée, etc. Elle est dans un état vraiment parfait. Ce qui est assez marquant quand même dans ces années-là, dans les années 70, enfin en tout cas même pour les modèles précédents, même pour le tien, c'est qu'on a l'impression que le bracelet est complètement intégré à la montre, au boîtier, quoi. Ouais, bah c'est la caractéristique on va dire, du style de Gérald Genta, qui est le designer. On parle beaucoup de Gérald Genta, il a fait de superbes montres, il n'y a aucun doute. La Royal Oak, la Nautilus,
Paul Router, Universal Genève, la IWC Ingénieur et probablement d'autres. Je crois qu'il y a une Omega Constellation, dite Paipan, qui vient de chez lui, etc. C'est un style d'une époque. Il y a les Rolex Oyster Quartz également, qui avaient un bracelet de ce type. J'aimerais bien que ça revienne d'actualité, que Gégère Lecoudre, qui en avait fait, Rolex, revienne dessus. Alors, ce qui est bien, c'est que comme elle est en 39, un bracelet intégré comme ça, tout de suite, ça grossit une montre, hein, ça l'alourdit. Et en 39 mm, elle reste fine. Et comme vous pouvez le voir, une Royal Oak, ça n'a pas participé aux grandes conquêtes humaines. Donc c'est pas très étanche. Hein. Celle-ci, de mémoire, est étanche à 5 atmosphères, donc à 50 mètres. Donc il n'y a pas de protège couronne. Donc ce qui fait une montre assez fine ici, pas avec des protubérances sur le côté. Là où la Nautilus était bien équilibrée avec une oreille à 9 heures pour être l'équivalent du protège couronne à 3 heures. Et puis, si tu me demandes, Sébastien, quel est mon petit détail préféré, voilà. C'est comme vous pouvez le voir, c'est la couronne qui est à 6 pans et non pas à 8 pans. À 8, ouais. Voilà, donc c'est la couronne hexagonale. Voilà. C'est pas une montre française, mais c'est la partie hexagonale de la montre. Voilà. Et donc il y a un mix entre du brossé comme ça sur le côté. Quand on voit les tranches ici, je ne sais pas si ça se voit, on voit la différence entre le brossé et le polymiroir. Ce qui fait que c'est une montre qui scintille, qui pétille, qui est belle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je ne sais pas à quoi c'est dû, à l'alliage, etc. Mais elle prend la chaleur corporelle. Et donc il y a une douceur à la portée et une présence qui est extrêmement intéressante. Non, très très beau modèle. Et il me semble que dans les années 70, c'était une vraie rupture au niveau du design. Et je crois que c'était la première montre au monde à être presque entièrement en acier. Oui. Donc c'est vrai que à l'époque, absorbe bien cette chaleur d'ailleurs. Bien sûr. Alors on l'appelait aussi jumbo parce qu'elle faisait 39 mm, alors que les montres dites habillées, donc ça vraiment la Royal Oak, c'est le lancement du sport chic, tout en acier. À l'époque, on ne savait pas bien travailler l'acier comme ça, on savait mieux travailler les métaux nobles comme l'or, l'argent, qui avait une très très grande histoire hein, dans l'horlogerie. Alors certes, en 72, ça faisait déjà quasiment 20 ans hein, que la Submariner, par exemple chez Rolex, en 40 mm existait, mais c'était des montres professionnelles. Ça, c'était une montre de ville. Voilà, donc il n'y a pas d'ADN de conquête. Chez Audemars Piguet, c'est le style, l'élégance, la rupture. Et il ne faut pas oublier, Sébastien, que ça a été pas loin d'être un désastre économique et industriel. Au moment de son lancement, la Royal Oak, ça ne marchait pas du tout. Hein, c'est globalement, selon les petites histoires, des collectionneurs italiens qui ont réellement réussi à faire quelque chose avec. Sinon, au départ, c'était un échec. Et voilà. Ça me fait penser un peu à l'histoire de la Monaco. Oui. On avait une vraie rupture au niveau du design avec ce boîtier assez carré. Et eux, ils ont connu un vrai échec à la sortie, et c'est grâce notamment à Joe Siffer, c'est le fameux pilote automobile. C'est grâce à lui que la Monaco a rencontré un fort succès. Mais c'est vrai que c'est un vrai risque pour les marques de créer de vraies ruptures en termes de design. Mais ce risque peut être vraiment payant à la fin. Ça peut devenir un modèle iconique. Et je pense que là, tu disais qu'on perdait un peu ce design, en tout cas aujourd'hui. Moi, je pense que la mode, c'est un cycle. Et je suis persuadé qu'on retrouvera ce style peut-être dans les prochaines années. Oui, c'est pas impossible. Je rajouterais une dernière chose. Mozart est mort dans la misère. C'est l'un des plus grands génies de tous les temps. C'est l'histoire qui fait, elle est des personnes qui portent une montre, etc. Donc c'est la personne qui fait les montres. La Royal Oak est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Il lui a fallu, je vais dire, de 72 à 2002, 30 ans de traversée du désert pour l'industrie horlogère. Elle n'est peut-être pas 30 ans parce que le renouveau de l'industrie et la transformation de l'horlogerie en un business de luxe qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui avec des volumes et des chiffres d'affaires astronomiques, il faut donner du temps au temps. Et je pense que c'est une autre partie
de ce qui nous intéresse tous dans l'horlogerie. Et voilà, et ça en est un emblème. Alors après, on pourrait critiquer aujourd'hui qu'Audemars Piguet a un modèle, la Royal Oak. Après, il y a le concept, il y a le offshore, il y a le chrono, etc. Mais voilà, n'oublions pas tous d'où on vient, et les marques horlogères, c'est la même chose. Bon nombre ont failli disparaître dans les années 80 pour devenir aujourd'hui des superbes marques, etc. Mais il y a quelques années, elles étaient moribondes. Super. Bon, merci pour ces détails. Est-ce que tu as un dernier mot ou pas sur cette belle Audemars Piguet Royal Oak? Je suis curieux d'attendre le vote des abonnés à la chaîne. Moi, ces 3 montres, je les aime. Je vous ai donné mon point de vue. J'ai essayé de ne pas vous influencer. Il y a un modèle plus connu, il y a des marques plus connues que d'autres, etc. 3 styles complètement différents, et je pense que c'est ça l'intérêt. Je suis impatient de connaître les résultats du vote. Alors, vous l'avez compris, maintenant vous regardez en haut à droite, vous avez une petite icône, vous pouvez cliquer dessus et voter pour l'une des 3 montres que je vous ai présentées. Alors la première, c'est la Glashütte originale, voilà, la Senator 60s Square chronographe, vraiment un modèle très original de marque allemande qui gagne à être connu. Vote numéro 2, la Zenith Elite HW, donc HW pour hand roll, remontage mécanique, extra plate, 37 mm, vraiment quasiment l'opposé complet de la Glashütte. Et puis l'un des emblèmes du sport chic, la Royal Oak 15300, bien connue de chez Audemars Piguet. Je vous invite tous à voter, bien évidemment à commenter sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Et si vous avez envie de participer à Battle avec un collectionneur ou à Petite Montre entre amis, vous connaissez la mécanique. Vous envoyez un email sur contact@dailyshoes.fr avec les références des montres dont vous voulez parler, quelques photos, de quoi vous êtes fait, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'horlogerie, et puis on trouvera un moyen de faire l'une ou l'autre des émissions pour passer un bon moment de divertissement, sans prise de tête, entre passionnés, et vraiment pour se raconter des belles histoires. Allez, à bientôt!